Gonna get started. Thank you so much for joining us today and tuning in. Today we're gonna have a presentation on the importance of writing a will with Monsieur Pierre-Simon Mamor. Bonjour tout le monde, merci de nous avoir joints aujourd'hui pour notre présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de rédiger un testament avec Monsieur Pierre-Simon Mamor. Monsieur Pierre Simon est un avocat au barreau du Cameroun. Il a participé à la rédaction du contrat de concession du barrage et de l'Ompanga et aussi à la rédaction du projet de loi sur les dispersants avec la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures. Il a également participé au premier audit de Douala Stock Exchange avec la firme KPMG et aussi a été un conseiller de la soumission des marchés financiers au Cameroun. Il est aussi un expert contentieux foncier avec plusieurs affaires gagnées devant la Cour suprême du Cameroun et un diplômé de droit à l'Université de Montréal ici. Il développe son expertise depuis 3 ans maintenant sur le droit de l'immobilier au Québec et avec un cabinet notaire, Langlois Lally. Alors, Monsieur Simon, vraiment, nous sommes très ravis de vous avoir aujourd'hui. Mr. Mr. Simon Pierre is a former member of the Cameroon Bar. He also participated in the drafting of Lombarga concession contract. He also participated in the drafting of the disbursement bill with the Caisse de stabilisation des prix hydrocarbures in Cameroon. Took part of took part in the first audit of the Douala Stock Exchange and is an expert in land litigation with several cases won before the Cameroon Supreme Court. He holds a law degree with the University of Montreal and has been developing his expertise in real estate in Quebec for the last 3 years. Merci de m'avoir passé la parole. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui, ça participe de la vulgarisation du droit. Donc, ce n'est pas un conseil vis-à-vis d'une situation précise. Donc, si on a une situation précise qui on veut des conseils pour ça, c'est bon de se rapprocher auprès des professionnels dans un autre cadre, des avocats, des notaires, ainsi de suite, selon le cas. Mais vraiment, tout ce que nous allons faire ici, c'est ni un avis juridique, ni une recommandation de façon d'agir, c'est juste la vulgarisation du droit pour vous amener à réfléchir à l'importance de rédiger votre testament. Yes, so before we start, it is important to know that this is really like um, a presentation to talk about almost everything. So if you're looking for a consultation about your specific case, it is important to meet with a lawyer specifically if you want to go more in details about your specific situation. Tout au long de notre présentation, nous allons parler de l'importance de faire son testament. Nous allons parler les différentes façons de le faire également et nous allons finir par regarder les conditions que nous allons respecter lorsqu'il faudra rédiger son testament. Yes. So the order of the day will be first the importance. Why is it important to have a will? The different ways of making that will, and also the condition to respect while you are writing that will so that it will be eligible and valid under the law. Lorsque nous parlons du testament au Canada, il faudrait regarder le Canada dans son entier et sortir une définition qui est en rapport avec toutes les provinces du Canada. Alors, j'ai essayé de faire cela parce que si vous rentrez dans les différents livres de droit, de définition, chacun va faire sa définition en fonction de sa province. Donc là, j'ai essayé de faire une définition d'ordre général. Alors,
Le testament peut être défini comme étant un document légal qui est rédigé par une personne seule et c'est un document qui est susceptible d'être modifié à tout moment selon la volonté de la personne qui l'a fait. Et dans ce document, cette personne va parler de la façon dont ses biens seront repartis ou distribués après son décès. Yes, so first we'll look at the definition of a will. The general definition of a will is that this is a legal document written by one entity and that will only be modified at any time by that specific entity, then will be distributed to the people that are entitled to the directives of that entities after he has passed. Nous savons que nous, les êtres humains, euh, il y a des questions qu'on doit répondre absolument quand on veut faire quelque chose. Et il est important pour nous de répondre à la question du pourquoi je dois faire un testament. It is first important to understand why we must write the will. Alors, pour répondre à cette question qui peut avoir un rapport un peu en même temps juridique que philosophique, j'ai pensé à vous parler d'un tableau d'un monsieur qu'on appelait Paul Gauguin. C'est un tableau qui a peint dans les îles Polynésies de françaises. Et il a intitulé son tableau D'où venons-nous, que sommes-nous et où allons-nous? So first we will talk about a writing by Paul Gauguin, who has written about um, who are we, where are we going, and and where are we coming from. Voilà. Donc, dans le tableau qu'il a fait, Monsieur Paul Gauguin, ce qui nous intéresse avec notre thème aujourd'hui, pourquoi c'est important de rédiger ton testament, c'est la question qui est liée, c'est où allons-nous? Et nous tous, nous savons que nous ne sommes pas éternels. Donc, demain après-demain, on peut ne plus être là. On ne va pas être là. On n'a pas une espérance qui dépasse 100 ans. Et comme nous ne serons pas là, il faudra qu'on prévoie comment la vie sera après nous. Yes, we will specifically think about where are we going because as we know, we are not here to live eternally. We're not here to live past 100 years. So as we are writing a will, it's important to think about what will happen after we have passed and take the measure to prepare the people left behind for that situation. En réalité, on aime notre famille, on aime nos enfants et on voudrait les protéger si nous ne sommes pas là. Parce que non seulement ils auront à endurer le deuil, ça va être quelque chose qui va les toucher, mais si en plus d'endurer le deuil, ils doivent encore endurer les tracas des affaires qui sont devant la justice, ou alors du fait que le gouvernement a fait la saisie de nos biens, ce sera quelque chose de très douloureux pour eux. C'est pourquoi, parce que nous les aimons, on veut que ce soit bien pour eux, même si nous ne sommes pas là. C'est pourquoi on décide de faire le testament. We will decide, most of the time, we will decide to write the will first because of our family and our close ones. Because after losing a person that is dear to us, it is also important for them to at least be left in a situation that is favorable as much as possible to them. C'est pourquoi le testament est donc, de ce point de vue, comme une prolongation de notre volonté, même après notre mort, pour protéger notre famille et gérer nos biens. So the will be in these cases a sort of a protection to our family to protect them while we are gone. Nous allons donc maintenant rentrer dans le vif du sujet de l'importance et des avantages qu'on a à rédiger un testament. Le premier avantage que nous pouvons évoquer, c'est
que le testament nous permet de faire la planification successorale de nos biens. The first thing to note is that the will take care of creating some type of estate planning of our life. Ça nous aide également à éviter les conflits familiaux, que ça nous garantit que nos biens seront transmis conformément à notre volonté. Yes, this will help avoid family conflict, but also that our wills, I mean, that our goods are distributed the way we would have wished for them to be distributed. On dit souvent que la nature a horreur du vide et ça se vérifie aussi dans le cas du testament. Si on ne le fait pas, la nature va s'en occuper, c'est-à-dire le gouvernement va s'occuper de ça. Et la façon dont le gouvernement va le faire, ce ne sera pas la façon dont nous, on aurait aimé le faire. If there's no will, nature will take care of it, meaning in this case that the government will take care of it, and that might not result in the ways we would have hoped for. Pour illustrer cela, nous allons prendre un cas fictif. La personne, on va l'appeler Adeline. Elle est grand-maman, elle a plus de 50 ans et plus. Elle est grand-maman. Son fils est également marié et Adeline a récemment reçu un diagnostic de cancer et qu'on lui a dit elle a juste 6 mois à vivre. In this case, we will take as an example Adeline, which is a grandmother with a grandson that has already lost her husband, and she only has 6 months to live after finding out that she has cancer. Quand on regarde dans les biens d'Adeline, on se rend compte qu'elle est propriétaire d'une maison qui vaut actuellement comme 500 000 dollars et elle voudrait léguer cette maison à son petit-fils qu'elle aime très bien. Mais malheureusement, avant les 6 mois, Adeline meurt sans faire le testament. Yes, so as we're looking at Adeline's estate, we see that she had a 500K worth house, but she has passed away now without a will, although she would have loved for her son to inherit that house. Comme la nature a horreur du vide, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, selon les lois de la province en question, mais d'une façon générale, la loi de la province va donner la maison d'Adeline à son fils parce que c'est lui qui est le descendant direct d'Adeline. Donc son fils va hériter de la maison de sa mère et son fils, tel qu'on l'a dit dans l'exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas une vue organisée. Il va vendre la maison sans garantie légale. Il a divorcé de sa femme et pas même vivre ailleurs avec sa nouvelle conjointe et il ne s'occupe même plus de payer les droits par rapport à la pension alimentaire de son fils. Yes, since she didn't have a will, her estate was given to her son, and as we share, her son is not a very responsible person. So her son will now move into the house with his wife and will kind of disregard the estates and will not take care of her house and everything else the way it should have been taken care of and kind of waste the goods of Adeline and not take care of her grandson. Alors que si Adeline avait fait un testament, tout cela n'aurait jamais eu lieu. Donc ça, c'est un exemple typique pour vous montrer les conséquences qui peuvent arriver si on ne rédige pas son testament. Parce que personne ne peut dire avec certitude que demain, je serai encore en vie. Or, le testament va venir vous aider à prévoir l'incertitude. Although if Adeline had written her will, her estate would have moved directly to her grandson and been taken care of automatically the way she would have wished, and this would have avoided her son
mistreating her goods after she had passed, which is why it is, which is one of the reasons that it's very important to have a will. Une deuxième chose que nous allons voir maintenant avec la page suivante par rapport à l'importance de rédiger un testament, c'est que le testament nous permet de nommer un exécuteur testamentaire. Un exécuteur testamentaire, c'est une personne qui est chargée de gérer la succession, responsable, il va payer les dettes de la succession, va payer les impôts, il va distribuer les biens aux héritiers selon les instructions que nous, on lui a données dans notre testament. Other reason why it's important to have a will is that then you will be able to name an executor, and the executor will be basically the middle party that's going to take care of the will and the estate, and then he will follow the directive of your will and actually spread your goods the way you would have liked. He's going to pay out the taxes that you will need to pay, or any other bills or owing balances that you may have. That will be the person to take care of it. Alors maintenant, pour illustrer cela, nous allons prendre un autre exemple. S'il y a des André qui sont en train de regarder la présentation, qui se rassurent que ce n'est pas d'eux que j'ai parlé, c'est juste un exemple. Si les noms se ressemblent, c'est juste une coïncidence. Mais So nous we allons will parler d'André. so we will now take another example of this situation with Andre. André vit en Ontario, il est propriétaire d'un condo et il a deux enfants. Il y a un qui vit aux États-Unis et il y a l'autre qui vit en Italie. Et c'est pas toujours, n'a pas de bonne relation avec ses enfants. Ça fait comme 2 ans, il les a pas vus. Puis, à un moment, André aussi, on diagnostique qu'il a un cancer de la prostate. Et quand il apprend la nouvelle qu'il a un cancer de la prostate, comme nous tous d'ailleurs, il est abattu, ce qui fait qu'il n'a même plus l'énergie pour s'occuper de ses affaires. So Andre in this situation has recently been diagnosed with cancer, and because of this, he doesn't have the strength to take care of his stuff anymore. So he has two sons, one living in Italy and another one living in Ontario, but he doesn't have the best relationship with his children. And now he has to decide what are going to be the next steps for his goods. Voilà, nous allons donc voir sa situation au niveau de son patrimoine. Donc, quand nous regardons son patrimoine, il doit 3 000 au syndicat de copropriété. Il doit 3 000 pour les taxes municipales qui sont impayées, $700 de taxes scolaires parce qu'il n'avait plus la capacité de payer tout ça là. Et ça fait 3 mois qu'il a manqué de payer son hypothèque. Et il lui restait seulement à payer $60 000 pour solder toute l'hypothèque de la maison. Et la maison aussi a une valeur de 600 000 $. Mais André meurt au 60e jour que la banque lui a donné sans rédiger son testament. Yes, so in this case, Andre has $3,000 that he's owing to the city taxes, $700 that he's owing from his school loans, and also for the last, because he, due to his sickness, he hadn't been able to take care of his finances. He was behind on his mortgage payments, and there was about $60,000 only left to pay before he will completely be the owner of the house, and his house value was estimated at 600K. So unfortunately, Andre passed away on this 2 months after the the bank told him to pay back the mortgage without having written his will. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le cas d'André? On va regarder sur la page suivante. Sa situation va s'aggraver parce que et le syndicat de copropriété va engager des poursuites et inscrire une hypothèque au registre.
Et la municipalité va aussi inscrire une hypothèque pour les taxes non payées ainsi que les taxes scolaires. Maintenant aussi, la banque va engager une action et tout ça fait que les frais à payer sont de l'ordre de comme 130 000 dollars. Yes, so because he did not have a will, everything is going to be aggravated. All the amounts that he owed are going to increase. So, for example, he's going to be owing 15,000 for his ownership on the house. The taxes, the city taxes on his mortgage are going to increase to 12,000, and then the taxes on his school fees are going to increase to 3,000. On top of that, the bank is going to try to take legal actions on his mortgage, which is going to increase his owing amount to 100,000. And the bank will require him to pay at least 30K, 30,000 on those three missing mortgage payments to the court. OK. Donc, ce qui va se passer, c'est que comme il y a pour ce beau monde qui a des hypothèques, la banque, elle va payer les autres pour les enlever de l'opération. Quand la banque va payer les autres pour les enlever de l'opération, la banque, elle va se contenter de payer, de vendre la maison d'André et, pour le dire terre à terre, de vendre la maison d'André et de ramasser tout l'argent qui reste. André n'aura rien parce que les banques ont certains types d'actions à faire. Quand ils font cette action, même si on devait te donner quelque chose, on ne te donne plus parce que la banque devient comme le propriétaire de la maison qui vend, donc on n'a plus rien à te donner. Tout ça parce que vous n'avez pas fait le testament. Yes, so now the bank will take advantage of this situation and go into legal um, steps to really take as much fund as possible from the remaining value of the mortgage, and which would be a loss to his family because if he had a will, this could have been prevented. Exactement, parce que si on regarde le slash suivant, si André avait eu un testament, avait nommé un exécuteur testamentaire, qu'est-ce qui devait se passer? Alors, cet exécuteur devait tout simplement refinancer la maison. En faisant le refinancement de la maison à 80%, il pouvait se retrouver avec 480 000. Il devait solder toutes les dettes qui sont de l'ordre de 130 000 et il devait conserver 350 000 dans le compte de la succession, y compris la maison, en attendant que ses enfants qui étaient aux États-Unis et en Italie se manifestent. Yeah, so here we can see what would have happened if he did have a will. Even if he didn't want to put his children and he had at least written a friend's name on his will, he would have made at least $480,000 after refinancing the home and taking part of that 600,000 value of the home to pay $130,000 that he owed um based on like the different debt that he had, and he would have still have after that $350,000 on top of the home that he now could have saved for later in case like his children now wants to get in contact with that friend and take part of the funds. Donc, ces exemples que nous sommes en train de voir illustrent bien la situation que nous pouvons être confrontés quand si jamais on a fait ou on n'a pas fait. Donc, c'est tellement clair. Vous-même, vous avez vu, si vous ne faites pas, c'est grave. Nous profitons de l'occasion pour remercier ceux qui sont en train de penser à ça vraiment parce que personnellement, je vous dis, il y a comme si moi-même j'ai fait le mien. Ça fait longtemps que je vis ça, mais ça prend de prendre conscience
du fait que on peut passer demain, on n'est plus là, et de faire les choses telles qu'elles se doivent. Je vous assure. Yes, so as you can see, by having a will, it can really make a big impact and big difference to the aftermath of your goals after you have passed. Mr. Simon, Monsieur Pierre Simon was saying that even himself, he wrote his like 6 months ago because he wants to make sure that if anything happens, the people around him are have directions from him on how to take care of his goods so that they will be in a better situation afterwards. Because sometimes estates in general are very difficult to manage, but if at least we have some type of directives from with the executor, then it will really help the process. OK, donc le dernier avantage qu'on va souligner pour la page suivante, c'est que le testament protège l'intérêt de nos proches et il évite les conflits d'héritiers. Parce que dans le testament, on va indiquer qui a droit à quoi. Et comme tout le monde le sait, le testament, c'est notre volonté à nous. Donc, ceux qui veulent bénéficier des biens que nous avons laissés vont certainement respecter nos dernières volontés. Et ce qu'on peut conseiller à ce niveau, ce qu'on peut dire à ce niveau, c'est que vraiment, pour qu'un testament soit bien rédigé, pour éviter les complications juridiques aussi, c'est bon de consulter un professionnel du droit parce que écrit par exemple sur un testament que je laisse tel bien à ma nièce préférée, ça n'a pas de sens. Ou alors que vous faites un testament, vous oubliez de mentionner au début du testament ou à la fin que ça annule les précédents testaments que vous auriez faits. Ça, c'est très important. Donc, vraiment, c'est consulter un professionnel pour vous aider à bien rédiger vos testaments. Yes, so again, the will is really to protect the interest of the people close to us to and to make sure that our goods or estate is gonna be divided in a with a fair distribution with the way we would have liked to see it without having somebody elected as the executor under the law and the province that we are in really there's no way to make sure that the directives that you would have liked are going to be followed. On top of that, a good will is going to help to avoid any sort of complications that might be caused by maybe your family relationships, your friends' relationships, and everything to really make sure that there's no fight instead of people grieving. There's no fight against towards your estate. And it is very important before you write it to have a consultation with a professional no, in writing wills to get the best advice and directives for your specific situations and see what are the things that you will really take advantage of under the law. Je vais faire une parenthèse. Des fois, le testament et sa valeur est fonction de la société dans laquelle on vit. On est au Canada, c'est un pays organisé. Il faut faire le testament. Peut-être qu'on vient des autres pays du monde où il n'y avait pas tellement d'importance à faire le testament. Ou alors quand on pensait faire le testament, c'était réservé à ceux qu'on pensait qu'ils avaient beaucoup d'argent. Mais au Canada, tout le monde, selon la loi, a un patrimoine et fait des déclarations d'impôts. Si vous faites des déclarations d'impôts, vous devez avoir un testament. Parce que si vous n'avez pas de testament, le jour où vous n'êtes pas là, les impôts vont faire la déclaration, votre déclaration, ils vont récupérer ce qui leur appartient, même ce qui ne leur appartient pas, parce que vous n'avez pas fait votre testament. Yes. So just a little bracket about what we're talking about. We know that a lot of us here come from outside of Canada, but just
a reminder that like we are in Canada now and that this is a very organized country in the sense that when it comes to will, it doesn't matter like before if you have a lot of money, a lot of things in your estate or if you don't, because you everybody is filling the taxes, the government will see your goods as theirs if you pass without leaving any directive, without leaving any goods. So the government will really take advantage of that and might sometimes take your estate as their property if there's no directives and if they are able to. So that's why even if you don't want to give it to a family, it's good to have a will so that there's at least some type of instruction of where it should go to really maximize your work because there it will be kind of a waste if when you pass all your property goes to the government. Ok. Donc, également, dans le choix que nous avons opté pour faire cette présentation, on vous a évité les articles de loi parce qu'on s'est dit que c'est mieux de vous dire les choses de façon claire que de venir vous parler que l'article tant a dit, l'article tant a dit. Ça, c'est pas vraiment pratique. Nous allons maintenant quand même parler de quels sont les types de testaments qui sont valables au Canada. Nous allons parler un peu du droit, mais nous n'allons pas vraiment rentrer en profondeur. On va vraiment faire un droit soft pour vous permettre de comprendre, parce que même si vous rédigez un testament, il faut quand même avoir un certain nombre d'éléments pendant que vous allez le faire. Yeah, so now we're just going to talk about the different type of will that you can write so that you have an idea of exactly what are the different type of law that you will need to take into considerations as you are writing those wills. Le point commun par rapport au testament dans toutes les provinces du Canada, c'est que votre testament doit être écrit. Si vous avez dit, si vous avez fait les voices, vous avez enregistré un voice en disant que c'est votre testament, il y a un problème. Juridiquement, ça ne va pas passer. Si vous avez appelé votre meilleur ami le soir, vous êtes à côté d'un barbecue, vous lui dites que voici ce que je veux, que si je ne suis pas là, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Ce n'est pas un testament. Au Canada, un testament, ça prend un écrit. One of the things to take into consideration is that your will has to be written. If you have it recorded or if you were like on the phone with someone and telling them just take this into account in case something happened, this is my will. Under the law, this will not be considered as an actual will and will not be taking an effect no matter what you have given. It will be basically void. So it is important to have a written will for it to be valid in Canada. Nous avons donc trois types de testaments reconnus au Canada. On a des testaments notariés, ça c'est pour les zones comme le Québec. On a le testament holographe pour les zones de la common law et aussi les zones du droit civil. On a le testament devant témoin. Donc ça, c'est les trois types de testaments que nous avons au Canada. So we have three type of will in Canada. We have the notarized will under the civil law. We have the holograph will under the common and civil law, and we have the will in front of a witness under the common and civil law. OK. Nous allons donc maintenant parler des avantages et des inconvénients d'un testament parce que dans la présentation, on dit ben, les gens viennent de partout au Canada certainement pour regarder ce que DDI est en train de faire. Donc, on parle un tout petit peu de Québec parce qu'il n'y a pas beaucoup de locuteurs, mais on va juste passer comme ça. Alors, au Québec, vous avez le testament notarié, lui vient en première position. C'est un testament qui est fait
par le notaire et c'est comme si la loi a beaucoup de respect pour les notaires ici au Québec. Parce que le testament qui est fait devant un notaire, c'est un testament qui est authentique. Donc, dans la force des choses juridiques, quelque chose qui est authentique a beaucoup plus de poids et ça fait que le testament qui est fait devant notaire, vous n'avez pas besoin d'aller le vérifier quelque part par un tribunal. Il est facile à retracer parce que c'est contenu dans les minutes des chambres du notaire. Et également, le seul inconvénient dans ce genre de testament, c'est parce que vous allez payer les frais du notaire, ses honoraires. Ben, ça dépend de chaque notaire, mais autour de $500, $590. Yes, so the first one is the notarized will, which is only in Quebec. We will talk a little bit about Quebec just because we have people from different places. But basically, this one is registered under the notary, which makes it very valid and trustworthy, which is why a lot of people sometimes choose this option. But just so you know, it will also you will need to pay for this one. It won't be free. But the good thing is that it is registered and easily accessible by whoever will need it in the future. Ok, nous allons passer sur les autres types de testaments, notamment celui qui est fait en Ontario. Le testament qu'on peut faire en Ontario, c'est un testament devant témoin ou le testament holographe. Alors, testament devant témoin, comme son nom l'indique, vous réunissez des personnes, vous écrivez vous-même ou bien vous saisissez sur votre ordinateur, mais il faut que qu'on sache que c'est vous qui avez fait et vous avez deux personnes qui sont là. Avant de signer ce que vous avez, soit vous saisissez sur l'ordinateur, vous imprimez, vous avez ça en copie papier et les deux autres personnes doivent vous voir signer cela. Là, ça, c'est un testament devant témoin. On peut d'abord expliquer cela. Que je passe. Yes, so this one will be the witness will, and just like the name says, it will be in front of witnesses. So you will need at least two witnesses to witness you sign the document after it is printed to make sure that it is valid. Quelque chose de très important. Ceux qui sont témoins ne doivent pas être des bénéficiaires de votre testament. Si un des témoins est bénéficiaire de ce que vous avez rédigé dans le testament, il est nul. Another important thing to take into account is that none of your beneficiary can be your witnesses. So if one of your witnesses is named as a beneficiary in under the will, the will become void. Alors, les avantages de ce testament, évidemment, c'est qu'il ne coûte pas cher. À moins que vous allez voir un professionnel du droit. Mais si vous restez comme nous sommes en train de parler là aujourd'hui, après, vous voulez faire le testament, vous invitez deux personnes à la maison, vous finissez de rédiger vos testaments, ces deux personnes vous voient comment vous signez, qui ne sont pas bénéficiaires dans votre testament, vous êtes sûr que vous avez bien suivi la présentation et vous avez déjà votre testament. Yes, another thing to take into account is that will be a more affordable method. So let's say you, after this presentation, you're already ready to sign your will and you want to invite two people to your house to be your witnesses. All they will have to do is see you sign and the will be taken into action. And also, the people that are writing this will must be of legal age. Alors, à côté du testament qui est fait par devant témoin, il y a le testament qu'on appelle le testament holographe. Holographe, vous êtes seul. Il n'y a pas de témoin. Donc, vous pouvez rentrer dans votre sous-sol pour faire ce genre de testament-là. C'est le testament holographe. Le seul inconvénient, si on peut dire, de ce testament-là, c'est que vous allez l'écrire à la main au long, tout le long. Ne saisissez pas ça sur un ordinateur.
Vous prenez un papier et vous écrivez, ceci est mon testament. Vous commencez à écrire, vous l'écrivez du début jusqu'à la fin et vous allez le signer. Ça, c'est le testament holographe. So the holograph will now will be a handwritten will. So you will not like this one is not allowed to be done on the computer. You will literally say, "This is my will," and go about the details of your will. L'inconvénient de ce testament, c'est que comme il n'est pas fait avec un professionnel, il peut avoir des problèmes. Mais le plus gros problème de ce testament, c'est souvent on ne sait pas où vous l'avez caché. Donc faites attention si vous rédigez un testament holographe. N'allez pas le mettre au grenier dans votre sous-sol où personne n'est capable de voir. Ça devient comme si vous n'avez jamais fait le testament. Si vous faites ce genre de testament, peut-être chacun dans sa maison a un endroit où il a gardé les documents secrets. Vous pouvez dire aux membres de votre famille que j'ai fait mon testament, mais il est gardé dans les autres endroits. On garde peut-être les diplômes, ainsi de suite, que personne ne doit le toucher. Alors, vous pouvez travailler dessus. On peut vous donner des idées, par exemple, en fin de présentation, comment sécuriser un peu ce genre de testament, mais on doit savoir où vous l'avez mis. Sinon, ça ne sert à rien. When you are writing this will, is to make sure to let someone knows where the will be placed. Because since this one is not registered with the notary and it's just like a physical copy. If nobody is aware that you wrote that will, nobody will know after you have passed that there is a will. Oui, en fait, c'était juste une petite préoccupation. Vous avez parlé là du deuxième type de testament. Vous avez parlé du testament devant témoin. Ma OK? question était juste de savoir si effectivement vous rédigez un testament devant témoin, qui de la loi est là pour rendre ça légal? Qui est certain peut-être que les témoins que vous avez ne sont pas des témoins qui ont, entre autres, un intérêt derrière votre testament? Des personnes qui ne sont même pas des membres de votre famille, mais qui pourraient, d'une manière quelconque, avoir un intérêt à ce qui a été dit dans votre testament rédigé. Oui, vous savez, vous avez posé une très belle question. Nous allons embrayer, peut-être ça va aider beaucoup d'autres personnes. Alors, quel que soit le type de testament que nous venons d'évoquer en dehors du testament devant notaire, tous les autres testaments seront vérifiés devant un tribunal. OK. Donc, même si vous trouvez ça à la maison, oui, voilà son testament qu'il a laissé, oui, il avait même cité tel, tel comme témoin. Tout le monde va se ramasser devant le tribunal parce que le juge va vérifier. C'est son travail, il sait comment faire. Si telle personne est vraiment le témoin de ton testament, si c'est vraiment ça, il y aura même des expertises qui peuvent arriver sur voir si c'est vraiment votre main d'écriture. On va faire appel aux experts pour, si jamais on doute de ça, pour se rassurer que c'est vraiment vous qui allez rédiger. Ne vous en faites pas pour ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui finit toujours entre vous deux ou vous trois. Non, tous les testaments que je viens d'évoquer, en dehors du testament qui est au Québec fait devant un notaire, tous les autres testaments passent devant un tribunal pour être vérifiés. Donc, le juge va prendre le temps de vérifier et de conformer que c'est vraiment vous qui allez faire et que les autres également étaient des vrais témoins et qui n'ont pas ils sont pas bénéficiaires, qui n'ont pas joué pour faire ce testament. Donc, nous allons d'ailleurs parler d'un certain nombre de cas tantôt. Des inconvénients, comme vous pouvez voir, au testament holographe, il peut être abîmé, il n'est pas bien gardé, ainsi de suite. Donc, si on commence à écrire ces deux genres de testaments, il faut que nous-mêmes, on soit disciplinés dans la sauvegarde de dossier, dans la sauvegarde de ce papier pour qu'il soit valable le moment venu. Nous allons maintenant parler des conditions de validité d'un testament. Alors, pour qu'un testament soit valide, qu'est-ce qu'il faut? Alors, et c'est là où je vous disais tantôt on va parler un tout petit peu de loi au Canada. Alors, le Canada, le Canada est un État fédéral.
assez particulier, monarchie constitutionnelle. Donc, chaque province fonctionne comme un État. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Alors, pendant longtemps, la Constitution du Canada était hébergée en Angleterre, parce que le roi du Canada, c'est le roi d'Angleterre. Il s'est donc passé que même quand on voulait modifier une constitution du Canada, on allait en Angleterre. Alors, dans sa forme, la constitution du Canada a donné des compétences au fédéral et au provincial. Si vous regardez la Constitution du Canada de 1867, dont les thèmes ont été repris dans la Constitution de 1982 quand elle a été rapatriée au Canada, dans l'article 92, paragraphe 13, qui parle des répartitions des pouvoirs entre le provincial et le fédéral, rédaction d'un testament rentre dans la compétence provinciale. Donc, quand on a dit ça, maintenant, pour rédiger un testament, pour qu'il soit valable d'un océan à l'autre, il faut vraiment se fier à ce que dit la loi de votre province. Alors, dans le slide qui va suivre, on a essayé de vous montrer les différents types de lois qui régissent le testament au Canada selon la province à laquelle vous appartenez. Donc, vous pouvez regarder dans le slide qui va suivre que comme c'est chaque province qui décide de la loi du testament, il y en a plusieurs. Il y a un slide par la suite. Yes, I will just translate this part. So, one of the things to take into consideration when writing your will is also which province you are from, because as we know, there are different laws depending on which province we are staying in. So it is important to know, take into consideration the common law and to know exactly what is important to take into consideration depending on the specific province we are staying in. Là, nous pouvons donc voir les lois selon l'endroit où vous êtes. En Alberta, il y a la loi Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, ainsi de suite, Ontario. On a la loi portant réforme du droit des successions. Québec aussi, Code civil, Saskatchewan, on a une loi 96 sur les testaments, Terre-Neuve et Labrador, ainsi de suite. Territoire du Nord, ainsi de suite alors. Donc, bref, ici, ce slide est juste pour illustrer le fait que même si vous l'avez écrit vous-même dans votre sous-sol, que ce soit holographe ou par devant témoin, il y a quand même, d'une façon générale, des conditions auxquelles un testament va obéir. Yeah, so here you have a chart of where to find information about your specific province under the laws. If you want to take like a picture of the chart, you can later look it up to see the specific section under the common law that is talking about writing a will for your province. La première condition dans un testament, quelle que soit la province à laquelle vous êtes, on vous dit qu'il faut que ce soit une libéralité. Ça veut dire que il faut que ce soit fait de façon libre, indépendante, sans pression. Donc, je suis libre de faire don après ma mort de mes biens à la personne de mon choix. Yes. So the first important condition to make your will valid is that you wrote it under your own will. So the people that you selected to be the beneficiary were only based on your own will, on your own selection and preferences. Question qui se pose donc à ce niveau. Est-ce que je peux faire mon testament? Par exemple, je laisse rien à mes enfants et je lègue tout à mon nouveau amoureux que je viens de rencontrer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? La réponse, c'est que la liberté, en vertu du principe de la liberté testamentaire, qui est une libéralité, je suis libre de disposer de mes biens comme je veux. Seulement, dans certaines provinces, cette liberté peut être limitée par la loi. Donc, la réponse à cette question, c'est oui. Avec mon testament,
Je peux léguer tous les biens à cette nouvelle personne que je viens de rencontrer sur les réseaux sociaux, sauf en Colombie-Britannique. Nous allons en parler. Yes, so one of the questions this might incite is okay, but if I just met someone, if I just I don't know had a new boyfriend 2 days ago, am I allowed to give all of my goods to that person? Would that still make my will valid? And the answer is yes. Yes, you can give it to any person you would like, except for the province of British Columbia, which we will get into in a few minutes. OK, donc, par rapport à cette province Colombie-Britannique, il y a une affaire qui a été soumise devant la Cour suprême en 94 et on se posait donc la question si quelqu'un était capable de faire ce qu'on a dit dans notre exemple de tout à l'heure. Alors, à l'époque des faits, les juges de la Cour suprême ont dit que lorsqu'un testateur n'avait pas prévu quelque chose pour ses enfants, la Cour obligeait à modifier le testament afin de prévoir quelque chose pour ses enfants. Donc, par rapport à la loi spécifique de la Colombie-Britannique, tu ne peux pas le faire. Il faut prévoir quelque chose pour tes enfants. Si tu as tout légué à quelqu'un sans donner à tes enfants, on est capable, selon la loi, de revenir chercher ce qui doit revenir à vos enfants. Yes, so under the Supreme Court of BC, there was a case in 1994 where somebody did not he did not give any goods to his children, and that was brought to the court. And after that, what was decided is in the cases where somebody will make a will without giving anything to his children, those children will be allowed to go to the court to and the will in those cases will be changed so that the children of the person that has of the deceased are eligible for at least some of the goods. OK. Je vois déjà les esprits un peu s'échauffer. Euh, Entre parenthèses, hein, en Ontario, quand vous êtes marié, par exemple, il faut que je finisse avec ça rapidement. Quand vous êtes marié avec un homme, vous avez les enfants, vous n'êtes plus là demain, après-demain, évidemment, c'est le conjoint survivant qui va vous remplacer dans la gestion des biens. S'il y a les enfants, il y a une partie d'argent, on va lui donner. On va voir ça dans un slide tout à l'heure. Mais il faut que je calme les esprits, hein. Je calme les esprits. La situation quand il y a un conjoint marié, c'est vraiment différent que lorsque vous vivez sans être marié. Là, on sait, nous tous ici au Canada, il y a une affaire Lula qui a allé à la Cour suprême pour des conjoints de fait. Il y a 9 juges à la Cour suprême, 5 juges contre 4. Donc, ça s'est joué sur 5 juges contre 4. On a dit que personne qui n'est pas mariée ne peut pas avoir les mêmes droits qu'une personne mariée. Donc, ça a littéralement géré la situation des conjoints de fait. Mais quand vous êtes marié, c'est sûr qu'il y a d'autres lois qui vont s'appliquer. Il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça. Mais le cas qu'on a pris ici, imaginez un monsieur qui est marié, peut-être ses enfants, sa femme est décédée, mais il se trouve une autre personne comme ça, mais il a quand même des enfants, mais décide de tout donner à quelqu'un d'autre. Les enfants n'ont rien. La cour en Colombie-Britannique est venue dire non, 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 on ne peut pas faire ça ici. Voilà, 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 voilà ce qu'il faut faire. I know some people might be worried right now because we're only talking about the kids, but there are also laws about married and non-married couples. So we will get into that in a few minutes. But basically, when it comes to married couple and non-married couple, unfortunately, the laws are not the same because the court has decided that under the law, um, they're just not the same. A couple that is married should not have the same rights as a couple that is not married. But we will get into more details. Tout à fait. Alors, nous allons passer à une deuxième condition maintenant. Pendant que vous allez rédiger votre testament, il faut savoir que la deuxième condition, c'est la validité du consentement. Votre consentement doit être valide. Comme mon ami me posait la question tout à l'heure, comment on sait que c'est pas vous? Est-ce que vous avez été libre de faire votre testament? Alors, devant la loi, on vérifie toujours le consentement de quelque chose, même si vous avez écrit sur le papier. Alors, il y a les vices de consentement, parce que votre testament va forcément passer devant un tribunal.
qu'il soit holographe, qu'il soit fait devant témoin. Quand le juge est au courant qu'il est saisi d'une affaire où il y a un testament, il va donc regarder maintenant ce qu'on appelle le consentement de la personne qui a fait le testament. Est-ce qu'elle était poussée par la violence? Est-ce qu'elle avait les pressions pour qu'elle fasse ce testament? Est-ce qu'il y a une erreur là-dedans? Est-ce qu'on a confondu de papier? Est-ce qu'il y a un dol? En matière de testament, le dol, on appelle le dol la captation. C'est-à-dire que quelqu'un a utilisé les manœuvres frauduleuses pour t'amener à consentir à un testament pour pouvoir le profiter d'une certaine façon. Donc, le juge est très, très attentif à ces détails. Yes. So, the second condition now to see if the will is really valid will be to look at how the will was captured. Was it captured in a space where the person felt free to openly decide who are the beneficiary and how the goods are going to be distributed? So then the judge will take those details into account to see what were the consent given by the person that wrote this testimony and what were his emotions, how was the space that he was in when the will was written, just to make sure that the capture of the will was um, done completely under his free will. OK. Maintenant, pour illustrer cette affaire, il y a une affaire qui se passait devant la Cour suprême, qui est arrivée jusqu'à la Cour suprême. C'est une affaire, c'est M. Sidney Wright. 2 mois avant sa mort, il était conscient. Il a fait un testament authentique. Et dans ce testament authentique, il avait une petite forêt là. Il a laissé cette forêt à la corporation de 2 communes, Stoneham et Tewkesbury. C'est un grand terrain boisé. C'était qu'il devait faire un parc public à cet endroit et lui faire une statue à lui. Et Monsieur Sidney avait un ami, Monsieur Ouellet, et c'était pas un membre de sa famille, c'était un ami comme ça, mais il lui a donné un 200 $, comme son ami était tout le temps avec lui, dans son testament. Alors, qu'est-ce qui se passe? 12 jours avant sa mort, il est hospitalisé. Monsieur, son ami Ouellet part voir aussi un autre juriste pour venir un peu le forcer à faire un autre testament. Donc, le juge avait comme 2 testaments en ce moment qui étaient faits comme des testaments authentiques. Il fallait donc déceler quelle était sa réelle volonté à travers surtout le dernier testament qu'il a eu à faire. Alors, la preuve devant cette cour, on a montré que l'avocat de M. Ouellet et M. Ouellet lui-même ont fait exercer une certaine pression sur M. Sidney Wright pour qu'il fasse le dernier testament. Parce que quand nous arrivons en cours, s'il y avait un testament, vous l'avez rédigé, on va vous passer au crible des questions. Donc, le juge est très formé là-dedans. Il sait là où se trouve le problème. Donc, dans la preuve qu'on a eu à récolter avant d'arriver à la Cour suprême, il était clair que on l'avait forcé à rédiger ce testament. Vous savez, avant d'arriver à la Cour suprême, on passe par devant plusieurs cours. Donc, au niveau de la Cour supérieure, le premier juge a dit que non, 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 il y avait eu captation. Donc, il y a eu comme pression, dol. Il y a eu, on l'a, par des manœuvres, on l'a amené à signer le deuxième testament. Ils sont allés en appel, ils n'étaient pas contents. Quand ils sont allés en appel, M. Ouellet a gagné parce que le juge d'appel a dit, mais même s'il a fait le testament à quelques 12 jours de sa mort, n'empêche que c'était sa volonté. Donc, il a voulu changer sa volonté. L'affaire est partie devant la Cour suprême. Alors, quand la Cour suprême a regardé tous les éléments de l'affaire, il s'est rendu compte que la preuve était abondante pour montrer que M. Sidney Wright a eu des pressions 12 jours avant sa mort pour faire le second testament. Conclusion de la chose, on a donc annulé le deuxième testament et c'est le premier testament qui était rendu valable. So in this case, we will talk about the case of Sydney and Wright.
where after 2 months after he had passed, two wills were brought up in front of the court to see which will is the eligible one, the real one. So on one of the will, he had a friend named Stoneham, and on that will, he only gave about $200 to that friend. But on the second will, which was written only 12 days before he passed away, the will gave all of his goods, delegated all of his goods to that friend. Nobody, no one else but that friend. So then, the that person was brought up to the court because they wanted to see which one was the will that was captured under his own will. And after, going through a lot of cross-examinations in front of the court, it was decided that only the first one was valid, and that the second one was written under pressure uh, on Mr. Sidney's to give all of his goods to that friend. Alors, nous allons passer à la page suivante pour regarder quels sont les effets de l'absence de votre consentement quand vous allez écrire. Si quelqu'un se présente à la cour avec quelque chose, il dit c'est votre testament, alors que ce n'est pas le vôtre. Quand la cour va faire son examen, parce qu'on a confiance à la cour, quand la cour fait son examen, on se rend compte que non, on vous a obligé de faire ça. Vous avez été floué d'une certaine façon. Vous avez été victime d'une captation. La conséquence immédiate, c'est la nullité. On annule votre testament. Et quand on a annulé le testament, c'est les règles de l'État qui vont s'appliquer à ce moment-là. Yes, so now we will just talk about the what will make the will void. So what will make it void if if during the capture of the will we feel that it wasn't written under your own will. Alors maintenant, mettons, si il y a un papier qui, on dit c'est votre testament, vous avez des enfants, vous avez des gens qui vous entourent tout autour de vous, qui doutent que c'est pas vous qui avez fait ce testament, évidemment, on va se retrouver en cours et quand on va se retrouver en cours, on va questionner la validité du testament jusqu'à à ce qu'on puisse trouver une solution. Alors, la preuve de la captation, la preuve qu'on a eu des menaces, vous avez reçu des pressions, c'est celui qui apporte l'affaire devant la cour qui doit prouver ça. Parce qu'au Canada, c'est la déclaration. Donc, quand on trouve quelque chose, par exemple comme un papier, un testament, on se dit que c'est le vôtre dans un premier temps. Il appartient donc à celui qui conteste que ce n'est pas le vôtre de rapporter la preuve. Et voici donc quelques exemples où les tribunaux ont sanctionné des différents testaments pour erreur de consentement. Yes, usually when you write a will, it won't be considered void until someone that feels that it was done under a wrong captured, someone that thinks like something happened and that caused the will to not be a legitimate will, goes to the court and let them know that, hey, I don't think that this will is valid, and that's when the court will take a look at it. OK, on voit les mains, mais on va arriver à la fin tantôt. Donc, on va prendre les questions, s'il vous plaît, à la fin. Alors maintenant, les exemples de captation qui ont été sanctionnés par les tribunaux. Le fait d'isoler le testateur de ses enfants pour avoir une meilleure emprise sur lui. Donc, celui qui a fait le testament, on s'est rendu compte qu'à un certain moment, on l'avait isolé. Et c'est ça, cet isolement, il a fait un testament dont les juges ont sanctionné ça pour l'annuler. Le fait de séduire le testateur pour lui suturer des libertés, des libéralités autant pour moi, donc séduction pour faire que vous soyez un des bénéficiaires du testament. Et là aussi, les juges ont annulé.
le fait d'amener le testateur qui était atteint d'un cancer en phase terminale pour qu'il pense que tout le monde l'a abandonné, sa famille ne se soucie plus de lui, pour l'amener dans un endroit où de faire un testament au profit d'autres personnes qui ne sont pas les membres de sa famille et ne pas informer sa famille d'un autre côté de son état grave de santé. Les juges ont aussi annulé ça, que ce n'est pas un testament valide. Yes, so these are a few examples of what would cause the capture of the will to be sanctioned under the tribunal. So if the person was isolated from his kids to take advantage of him during the capture, if he had been seduced by someone to make sure that whatever is written is based on what that person would have liked, or if he was brought if he had done it in a terminal phase and thought that maybe his family would not have taken care of him or and wanted to take advantage of the will to have someone to take care of him, then those will be another reason to make it void. Alors, d'autres conditions pour qu'un testament soit valide, c'est la cause licite. Une cause licite, c'est une cause qui respecte ce que la loi a permis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que chaque fois que je soumets ceux qui vont bénéficier de mon testament à quelque chose qui est impossible de réaliser ou ce que la loi n'a pas permis, mon testament peut être annulé à cause de ça. Et nous allons prendre quelques exemples tout à l'heure. Yes, so another thing that can cause the will to become void is if you had written something that is not allowed under the law. So every time you are writing down a beneficiary instruction, you have to make sure that those directives are possible under the law. Par exemple, donc, je peux dire, je lègue 20 000 dollars à ma nièce Josette à condition qu'elle ne se marie pas. Ça, je mets ça dans mon testament. Je viens d'annuler tout mon testament parce que c'est pas, on peut pas obliger par testament que quelqu'un ne se marie pas. Ou alors, un autre cas, je lègue 5 000 dollars à Pierre à condition qu'il court le marathon de Boston en moins d'une demi-heure. Peut-être moi, j'étais un passionné de marathon. Maintenant, je veux que, voilà, il court le marathon, même après ma mort, le marathon de Boston, en moins d'une demi-heure. Comme ça, il va avoir les 5 000 dollars. Donc, ça ne marche pas selon la loi. Yes, so one of the example will be, for example, I will only leave 20,000 to my niece Josette with the condition that she will not remarry. Or I will only give 5,000 to my nephew Pierre in with the condition that he finished the Boston Marathon in less than half an hour. So these will make the will void because they're not um, things that are like you cannot force someone to do things that are not beyond their will. OK. L'autre condition qu'on va regarder, la quatrième condition, c'est la capacité de tester. Alors, quel est l'âge à travers les différentes provinces à laquelle on peut faire un testament? Alors, vous regardez sur le tableau, vous allez vous rendre compte qu'il y a un âge minimal pour faire un testament valide. 16 ans en Nouvelle-Écosse et Colombie-Britannique, 17 ans à Terre-Neuve et Labrador, 18 ans Alberta, l'île du Prince-Édouard, Manitoba, Ontario, Québec, Saskatchewan, 19 ans Nouveau-Brunswick et dans les territoires non-navaux, territoires du Nord-Ouest et le Yukon. Yes, so here you can see the different tests that can be made while writing the will based on different provinces. For example, you have to be 16 in BC to be able to write it, and there are listed the different ages for different provinces and the legal age before you are allowed to write a will.
Au-delà de la condition de l'âge également, ce qu'on doit savoir par rapport au slide, prochain slide, c'est que la capacité de faire un testament va au-delà de l'âge aussi. Généralement, le testateur, celui qui fait le testament, doit comprendre la nature et les conséquences de son testament. Il doit se souvenir de la nature et l'étendue de ses biens. Il doit comprendre l'étendue de ce qu'il lègue à qui que ce soit et se souvenir des personnes bénéficiaires. Alors, cela nous vient d'une affaire anglaise. Comme je vous disais tantôt, le Canada a une grosse relation avec le Royaume-Uni. Donc, à l'époque où les tribunaux étaient au Royaume-Uni et tout, l'affaire de 1870, Banks contre Goodfellow, nous a apporté tous ces principes-là. Alors, de façon concrète, quand vous allez par exemple devant un professionnel pour qu'il fasse votre testament, si vous ne vous rappelez pas vous-même des noms de vos enfants, il vous dit, vous avez combien d'enfants, vous tergiversez. Et il vous dit, vous avez combien de biens, vous ne vous rappelez plus de vos biens, ainsi de suite. Donc, quand vous arrivez devant un professionnel, il y a quand même des petites questions qu'il va vous poser pour se rassurer de ce que vous êtes capable de faire, ce que vous voulez faire. Alors, si il n'y a pas une réponse claire à ce sujet, on comprend qu'on est dans un autre domaine du droit, que peut-être ce n'est pas le testament qu'on va vous faire, mais peut-être qu'on va vous faire un mandat d'inaptitude parce que vous n'êtes pas apte à signer un testament. Yes. Other than the age of the person writing the will, we also have to take into consideration his capacity to write the will, his awareness of the situation, to make sure that we are taking all the directives from someone that is still very much aware of the directives that he's giving. So while writing the will, the person will also have to understand the nature and the consequences of the directives on the will, the nature and like, how much is going to affect the goods that he's going to distribute to the beneficiary. And we also have to understand, and he also has to understand um, who he's giving those goods to and how that's going to affect the goods. And he needs to know exactly who is giving those goods to. If he's not able to, for example, name the people that he's going to give the goods to or understand what's going to happen to the goods after it is given to those people, then in those cases, the lawyer is going to think maybe this is not someone that is still able and aware of what he's doing. And in those cases, we will have to turn into a different procedure of the law. Tout à fait, parce que dans le slide suivant, nous allons voir que les tribunaux ont déclaré des personnes inaptes à signer leur testament dans les cas suivants. Cancer en phase terminale. Tu fais un testament alors que tu as le cancer en phase terminale. Il faut vraiment que beaucoup de conditions soient réunies pour que ce genre de testament passe. Quand c'est fait peut-être devant un professionnel et il y a d'autres documents qu'il peut chercher, peut-être que c'est possible. Mais si quelqu'un vient au tribunal et conteste ça, il peut avoir beaucoup de chances de faire annuler vos testaments. Deuxième chose, vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer. Mais pendant ce temps, on nous sort un document qui dit que vous avez fait un testament. Les tribunaux contenant le fait que l'Alzheimer attaque les cellules cérébrales du cerveau et ça fait que vous ne pouvez pas être capable de faire juridiquement un testament. Et il y a la dépression majeure récidivante. Donc, vous êtes atteint d'une dépression, c'est ça, c'est un bon mot, mais dans les pays africains, certains l'appellent les fous. Hein, tu es fou et à un moment, on dit que tu as fait un testament dans cet état, étant que tu es un peu fou, et ce n'est pas un testament qui va passer. Alors, on a également les gens qui ont été intoxiqués par l'alcool.
et on nous dit que ils ont fait le testament ou bien prise massive de médicaments narcotiques. Alors, je voudrais finir sur cet aspect pour dire que il est possible que quelqu'un qui est, par exemple, je prends le cas le plus patent, l'Alzheimer, fasse un testament et que ce testament soit valide par le tribunal. Alors, la condition est, la voici. Il faut qu'on apporte au tribunal la preuve que malgré son Alzheimer, le testament qu'il a fait, il a fait pendant la période de lucidité parce qu'il n'était pas Alzheimer tout le temps. Mais pendant le temps de lucidité qu'il a eu, il a pu faire un testament. Ça, certainement, ça peut être validé par le tribunal. Yes. So there is a list of kind of cases of disabilities that the tribunal will see as not able to write the will. So some of these include, for example, a person with cancer in terminal phases, Alzheimer, um, depression, but like very extreme depression, intoxication, under the use of narcotics and more. So in those cases, the tribunal will see that those people were not actually able to to write a will, and those wills can be challenged under court. But you also have to take into consideration that some of those people might have a period of lucidity, especially with Alzheimer's. So if someone is able to prove that despite the fact that they had Alzheimer, there were times where they were very aware of and capable of writing a will and aware of the directives that are written in the will, then the tribunal will say that the will is still valid. OK. Nous, nous allons donc passer à la cinquième condition, c'est évidemment la signature. Il faut signer votre testament, que vous l'ayez fait par devant un notaire, que vous l'ayez fait devant témoin, que vous l'ayez fait de façon holographe. Il faut signer votre testament. Alors, si vous avez rempli les 5 conditions que nous avons vues tout à l'heure, donc que ce soit une libéralité, on ne m'a pas forcé. C'est de mon propre consentement que je l'ai fait, que ce soit une cause licite. Je n'ai pas écrit dans mon testament qu'il faut que mon bénéficiaire court le marathon de Boston en moins de 30 minutes, ou bien qu'il ne se marie pas avec tel monsieur que je déteste. Je ne l'ai pas fait. Il faut que mon consentement soit valide. Il faut que j'ai la capacité, j'ai 18 ans et plus, ou bien quelle que soit la province à laquelle je suis, et j'ai signé à la fin de mon testament. Et là, quand on a rempli toutes ces conditions, quelle que soit la province, le territoire, j'ai un testament valide. So the last condition is the signature. And for that, it has to be, first of all, your legal signature and also done, signed under your own will, especially if you had witnesses or a notary, they are able to see if it was signed under your own will. But also, it needs to be done in a way that we can really test that it was you who signed it by basically comparing it to other legal documents. And we need to have your consent to know that this signature was truly valid. OK. Donc, nous avons embrassé le sujet, nous avons vu de part et d'autre beaucoup de choses. Nous allons maintenant parler des petits cas concrets pour finir notre présentation. Alors, le premier cas, c'est en Ontario. Pierre et Irène sont des cas des personnes qui sont décédées sans testament.
Donc, nous avons Pierre et Hélène sont légalement mariés, ils ont deux enfants, ils ont acheté une maison ensemble et 15 ans plus tard, Pierre décède sans laisser de testament. Alors, qu'est-ce que sa femme, sa conjointe peut faire dans cette situation? Quelles sont les règles applicables sans testament en Ontario, procédure et délai? Donc, c'est ça que nous allons voir maintenant. So now we're going to look at a few cases of different situations. So the first one will be in Ontario. We have a married couple, Pierre and Irene. They have two kids. They bought a home together, and 15 years later, Pierre unfortunately passed away without a will. Now, what is Irene supposed to do in these situations? What are the regulations on estate in Ontario, and what is the next step? OK. Donc, ce qui va se passer, c'est que comme ils étaient mariés, Irène va faire le choix du conjoint survivant, on dit ab intesta, c'est-à-dire sans testament. Il y a les formulaires qui existent auprès du tribunal. Donc, il va choisir le formulaire choix du conjoint survivant. Il va le remplir et il va tout déposer au bureau du greffier des successions. Il doit le faire dans un délai de 6 mois après le décès de son mari. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Notons que quand on parle de succession, on succède seulement à ceux qui sont décédés. On ne succède pas à quelqu'un qui est encore en vie. Donc, si nous avons un bien où nous sommes 50-50% dans le bien, on a acheté une maison tous les deux. Alors, s'il y a une personne qui est décédée, la succession va seulement se passer sur les 50% de la personne qui est décédée. Parce que la personne qui est vivante, on ne peut pas faire sa succession tant qu'elle est vivante. Pour que on commence à parler de succession, il faut qu'on ne soit plus vivant. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que la part qui revient aux enfants va dépendre du choix que la mère va faire. Si les enfants sont mineurs, elle est la mère qui est la survivante, conjoint survivant. Elle va donc avoir la décision d'avoir la garde de ses enfants et elle n'a pas besoin d'obtenir une ordonnance pour cela. Et pour la maison, elle peut décider de garder la maison parce qu'on nous donne souvent un choix, soit on te donne un montant conséquent, soit tu restes avec la maison, tu restes aussi avec les enfants. Parce que l'autre part, pour comprendre un peu, comme c'était les deux qui avaient la maison, elle reste avec ses 50%, mais on parle de la succession de 50% de celui qui est décédé. Normalement, elle a une part là-dedans, les enfants ont une part là-dedans. Mais comme elle reste aussi avec ses enfants, peut faire donc le choix de rester élever ses enfants, donc il n'y aura pas d'impact sur elle par rapport à cette succession. Yes, so in this case, because they were married, um, only 50% of the house is for the husband. So only 50% of the house will be considered the estate. So in this case, she will fill a form called the choice of the the surviving spouse choice. And she will need to submit that form within 6 months. And in this case, since her children are minors and they're staying with her, if she was to choose to keep the house, she will be able to because the children are together. But if they wanted to divide the goods, since in this case it's a house, they might have to liquidate the house, and because only she's only entitled to 50% of that house technically. OK. Nous allons aussi passer à un autre cas d'espèce suivant. Alors, c'est un cas d'espèce de conjoints de fait, là, ne sont pas mariés. Ils sont séparés moins d'1 an, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas fait le testament. Avant de se marier, le monsieur avait acheté sa maison seul.
Mais comme ils ont eu des problèmes, le monsieur, vous savez, quand vous avez des problèmes à la maison, il y a une dame qui est en présence. Des fois, la police peut venir vous demander de quitter la maison parce que peut-être la dame s'est plainte, elle a appelé le 911. La police vous dit, monsieur, dans les circonstances, vous pouvez partir d'abord en attendant que la situation s'arrange. Alors, il part à l'extérieur de la maison et là, il commence à vivre avec une autre personne. Mais brusquement, le monsieur décède de crise cardiaque. Qu'est-ce qui va se passer avec sa maison, là où il vivait avec son conjoint non marié depuis 15 ans? C'est la succession légale qui va se passer, la succession selon la loi. Et la succession selon la loi, on va regarder en bas, on fait un peu comme en bas, en haut, à gauche, à droite. En bas, c'est les enfants. Est-ce qu'il a laissé les enfants? Non, il n'a pas laissé les enfants. On remonte vers le haut. Est-ce qu'il a laissé les parents? Oui. Est-ce qu'il a laissé les frères et sœurs? Oui. Son bien va se partager entre ses frères et sœurs et ses parents. Donc, voilà un cas d'espèce. Alors, quand eux vont engager l'action au tribunal, ils peuvent chasser cette dame qui a vécu avec le monsieur pendant 15 ans de la maison. Vous voyez ce là où on peut arriver si on ne fait pas de testament? Yes. So in this case, now we have almost the same situation, except that these people were not married. They were living together, but the house was only under the the male's name, and unfortunately, he has passed away. So now his partner is left without will, and in this case, what will happen is that um we will go by succession by law, meaning that the law will look at does he have children, does he have parents, or does he have any siblings, and will divide his good between his wife, his sorry, not his wife, his children, his parents, and his siblings. So in this case, the the partner unfortunately will not benefit directly of anything because he doesn't have the will. OK, donc justement pour préciser, dans le cas d'espèce, n'ont pas d'enfants, parce que si les enfants sont dans le portrait, souvent ça change tout. Donc dans le cas d'espèce, ils sont 15 ans, ils n'ont pas eu d'enfants, n'étaient pas mariés. Et ça sont vraiment des situations qu'on peut dire juridiquement dangereuses. Ça, c'est des situations juridiquement dangereuses. Et pour ne pas en arriver là, généralement, ce qu'on va demander, c'est de faire une convention matrimoniale. C'est-à-dire, vous faites un contrat et vous le validez, hein. Vous faites un contrat entre vous deux et vous le validez. Parce que le contrat qui est encore appelé une convention matrimoniale, c'est ça qui va primer si vous n'êtes pas là. Ou vous faites, comme nous sommes en train de dire, à la suite de votre convention matrimoniale, surtout, vous faites, s'il y avait eu un testament, par exemple, et que dans le testament, il avait désigné sa conjointe avec qui il a fait quand même 15 ans de vie comme étant bénéficiaire, cette personne ne devait pas être chassée parce que c'est ça. Parce que quand vous n'avez rien fait, c'est la loi qui s'impose. Et quand la loi vient s'imposer, les règles juridiques souvent n'ont pas de sentiment. On dit dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi a dit, premier niveau, quand vous n'êtes pas là, on va regarder les enfants. Est-ce que vous avez les enfants? Si les enfants sont dans le portrait, les enfants vont rafler la mise. Alors, si vous n'avez pas d'enfants, on va regarder les collatéraux privilégiés qu'on appelle les frères et sœurs et les ascendants privilégiés. Donc, voilà un peu le niveau basique que la loi va regarder. C'est à eux qui va donner. Et si par malheur, tu ne t'entends pas avec les membres de famille de ton conjoint qui est décédé, ils vont te mettre dehors parce que tu n'as pas le droit sur la maison, malheureusement. Et on a trouvé des cas où ils vivent même comme ça 15 ans conjoints de fait. Et on se rend compte que dans l'hypothèque, la dame aussi, puisqu'ils étaient ensemble, dans l'hypothèque, la dame aussi contribuait. C'est vrai que s'il trouve un bon juriste,
On peut récupérer un peu, mais on n'a pas le droit sur la maison, mais on peut récupérer un peu, si on apporte la preuve de ce qu'elle a contribué à ça. Mais je vous dis, c'est vraiment dangereux de ne faire aucun papier, de vivre sans être marié, conjoint de fait, mais de ne faire aucun testament, aucun papier. Ça, c'est dangereux. Juridiquement, je vous le dis. Prenez le temps ce soir, après avoir écouté ce qu'on vient de voir là, de réfléchir à ce qu'on va se passer demain. Parce que ça peut nous arriver à nous tous. Personne de nous ici n'a la certitude qu'il va se lever demain de son lit. Personne. Donc, en attendant que ça arrive, préparons-nous. Ne soyons pas toujours devant les faits accomplis. Pensons à nos enfants, pensons à notre conjoint, qu'il soit conjoint de fait ou marié, et faisons ce qui est nécessaire pour eux. Je vous dis, ça prend personnellement de 5 minutes de votre temps. Arrêtez le téléphone, arrêtez Internet, je ne sais pas quoi, vous allez arrêter. Mais réfléchissez au fait que si demain je ne suis pas là, comment ça se passe? Si vous avez des enfants mineurs et que vous n'avez pas de parents ici au Canada, vous avez ce qui va arriver à vos enfants mineurs. Vous n'avez pas de parents, peut-être vous avez des amis, mais vous n'avez pas écrit que c'est mon ami qui va rester avec mon enfant qui est mineur. On va les mettre ici au Québec, on appelle, on va leur chercher des personnes qui vont les élever, vos enfants. On va les placer, les enfants. Et vous savez les scandales qu'on a au Canada avec les enfants qui ont été placés. Ils vont se retrouver dans la drogue, ils vont se retrouver, vos propres enfants peuvent se retrouver du jour au lendemain avoir un avenir qui n'a pas de sens, tout simplement parce que vous n'avez pas écrit un petit papier. Tout le long de notre exposé, on a vu que vous pouvez aller vers les professionnels. On a vu que vous pouvez, seul, dans votre sous-sol, prendre un papier et un bic, écrire quelque chose. Vous pouvez être assisté par vos amis, mais rédiger sur l'ordinateur, imprimer et faire signer. Tout ça, ça dépend de vous. Tout ça, vraiment, ça dépend de vous. Vous pouvez le faire dès maintenant. Donc, nous arrivons à la fin de notre exposé juste pour attirer votre attention sur les statistiques au Canada. 58% de Canadiens n'ont pas de testament. 58% de Canadiens. Et dans la frange de 65 ans et plus, il y a 45% de personnes qui n'ont pas de testament. Donc, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Donc, si aujourd'hui, DDI a pris le temps d'organiser ce thème, c'est pour attirer l'attention de nous tous. Je devrais me sentir mal si je venais vous parler de testament, si moi-même je ne l'avais pas fait il y a 6 mois. Donc, qui que nous soyons, si nous sommes ici au Canada et nous payons les impôts, nous devons faire un testament. Si nous aimons nos proches, si nous ne voulons pas que demain après-demain, nos enfants se retrouvent en train d'être gardés par des gens qui n'ont pas les mêmes idéaux peut-être que nous, qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous devons faire un testament. Si nous ne savons pas ce qui va nous arriver demain, mais si nous avons des biens comme des maisons, si nous avons une maison, ça prend un testament. Le testament a beaucoup de phases. Les professionnels vont vous dire, on peut s'en servir pour faire une planification. Vous pouvez faire des genres de testaments fiduciaires pour dire que tous vos biens, vous les conservez dans un cadre comme pendant 100 ans, ça ne va pas quitter votre famille. Vous êtes capable de faire ça, mais ça prend de faire un testament. Yes. So, again, it is very important to write a will to make sure that, especially if you're writing, if you're doing your taxes, to make sure that your properties will stay within your family, you stay with your loved ones and not go with the government. Another thing that he mentioned that is really important is when it comes to your children, if something happens to you,
and there's not someone that has been delegated to take care of your children that are minor after you have passed, they will be placed into the system. And many of us know the stories of, unfortunately, the conditions that comes with children that are raised within the system. Sometimes, unfortunately, they will not be welcome in with families that share the same values as us. So they will not be raised the way we would have liked. So this is another reason why it's important to have the will to make sure that your children's will be moved in a home that you will want, like if you want them to be taken in by their aunt or somebody else close to you. It is important to have a will for those instances. And then as you write your will, as he said, there are many different ways to do it. There are easier ones, harder ones. And it doesn't have to necessarily be time consuming. You can even just do it at home. But if you really want to make sure that your loved ones are taken care of after you pass, it is important to write one to protect your properties. Voilà. Donc, comme on le dit généralement, mieux vaut qu'il y ait quelque chose que le vide. La nature a horreur du vide. Mettons que, après tout ce que vous avez suivi aujourd'hui, vous décidez de faire un testament, mais vous dites, OK, il faut que j'aille rencontrer un professionnel, mais ça va me prendre des rendez-vous le temps. En attendant d'aller rencontrer le professionnel, vous pouvez faire votre testament holographe chez vous en attendant d'aller rencontrer le professionnel. Parce que lorsque vous allez rencontrer un professionnel et qu'il va vous aider à faire le testament, il va commencer par une phrase qui dit que le présent testament annule tous les autres testaments antérieurs, par exemple. Donc, ça va annuler ce que vous avez fait dans votre sous-sol pour qu'il reste le seul valable. Mais vous aurez quand même quelque chose que vous avez fait avant d'aller le rencontrer. Parce que on peut se dire, OK, je vais rencontrer mon avocat d'ici 2, 3, 4, 5 jours, mais on ne sait jamais quand le mal va frapper. Donc, moi, le conseil que je vous donne sincèrement, après avoir suivi cette programmation, cette présentation, c'est de prendre un papier blanc, d'écrire dessus, ceci est mon testament. Je lègue telle chose à tel, je lègue tel à tel. Voilà celui, si je ne suis pas là aujourd'hui, voilà celui qui va s'occuper de mes enfants, ainsi de suite. Vous finissez ça et vous signez en bas. Vous gardez ça dans les documents à côté de vos diplômes, là où vous gardez. Ça va aider en attendant d'aller voir un professionnel. Mais vous pouvez contacter, il y a pas mal de façons de sécuriser même le testament holographe, comme on le disait tantôt. Alors, on vous a donné mon mail tantôt. Vous pouvez me contacter. J'ai des astuces que je peux vous donner. Ça coûte pas grand-chose. Ça ne me demande, en attendant d'aller rencontrer le professionnel de votre région, parce que moi, je suis au Québec. En attendant d'aller rencontrer votre professionnel de votre région, je peux vous donner des astuces que vous pouvez utiliser étant juste chez vous pour sécuriser convenablement même ce que vous avez fait comme testament holographe, parce que, ou testament devant témoin, en attendant d'aller rencontrer un professionnel que je vous suggère fortement, parce que le professionnel du droit va regarder plusieurs aspects de votre vie, ce que vous allez lui dire, et va vous faire quelque chose qui est taillé à votre mesure. Yes, so it's always better to have a safety net than nothing. So even if you're thinking maybe the best way for you is to meet with the lawyer. Before you do that, still take a pen and a paper and write your holograph will, just so that you never know while you start the procedure of going with with the professional to write your will, you already have that other will that was written because once you're gonna go through with the procedure with the professional, even if you already had the will, there's gonna be that first sentence that's gonna say, um, all previous wills are now void and this is the valid one from now on. So
Monsieur Simon Pierre also has his email here for you guys. If you have any questions or are looking for additional advice to write your will, you can save these informations to ask any questions that you may have um, to write your will. Ok, ben, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Le temps pour moi de vous remercier grandement pour cette initiative et maintenant, s'il y a des questions, je suis ouvert à ces questions. Yes. Yes, while they're writing the questions, we want to say thank you so much for all the insightful advices you gave during this presentation. To you, Monsieur Simon Pierre, we're very grateful to have you here today, and for you to have taken the time to give us these presentations. And I'm sure a lot of us learned a lot from you. Et merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci pour la présentation. Tout à l'heure, le présentateur a parlé des trois types de testaments. Bon, il y a le testament holographe, bon, qui est fait signer, qu'on doit conserver quelque part. Bon, à condition de signaler peut-être à certains membres de la famille ou est-ce que de la famille ou à certaines personnes, où est-ce qu'ils peuvent retrouver ce testament. Maintenant, parlant du testament notarié, est-ce qu'une fois qu'il est fait, comment est-ce que le public, les membres de la famille, les autres pourront savoir que j'ai laissé un testament? C'est à moi de faire la publicité ou bien comment est-ce qu'ils sauront que j'ai laissé un testament chez le notaire? Merci. Mais ça, c'est une bonne question. Alors, pour les notaires au Québec, il y a ce qu'on appelle la recherche testamentaire. Donc, chaque fois que quelqu'un est décédé, ça déclenche la recherche testamentaire. Que vous ayez ou pas un testament, on va faire cette recherche testamentaire auprès de la Chambre des notaires, auprès du barreau de Québec. Ils doivent nous envoyer des documents pour dire oui, on a fouillé chez tous les avocats, on a fouillé chez tous les notaires, on a trouvé ceci. Ou alors, on a fouillé chez tous les avocats, on a trouvé chez tous les notaires, on n'a rien trouvé. Donc, voilà comment se fait cette communication. Alors, là où on va vous envoyer, quand vous allez faire ces recherches testamentaires, vous allez prendre le résultat des recherches testamentaires, vous allez donc vous diriger vers le notaire qui a fait le dernier testament de votre personne. Parce que tout au long de notre vie, on peut changer les testaments autant qu'on change les habits. Donc, on ne sait jamais quel est le dernier testament. C'est quand on est décédé, on envoie faire les recherches testamentaires et le résultat des recherches testamentaires nous donne la conduite à tenir pour la suite. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok, c'est bon, merci. Donc, merci à tout le monde de nous avoir joints aujourd'hui. Merci évidemment à Monsieur Pierre Simon aussi pour la présentation. Je pense que tout le monde a profité de tout ce qu'on a partagé et j'espère vous voir à la prochaine présentation.